On a maintenant le plaisir d'accueillir Olivier Boucher, qui dirige le pôle modélisation de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est une fédération de laboratoires de recherche en France qui, on va dire, très, très présente sur les questions de recherche sur le climat, et qui va nous faire un petit point pour nous rappeler, une fois de plus, s'il le fallait, qu'il y a un petit sujet dont il faut s'occuper. Voilà, Olivier, floor is yours. Voilà, bonsoir. C'est donc avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Carbone 4 à vous parler ce soir, un peu de faire un bilan climatique. Donc j'avais le choix entre soit un dîner avec mes collègues à l'Académie des sciences, parce que, alors, je ne suis pas académicien, mais il y avait un colloque aujourd'hui et il y avait un dîner qui était organisé, donc j'avais le choix entre aller là-bas ou venir ici. Et je pensais que j'aurais peut-être un peu plus d'impact sur la question climatique à venir ici vous parler que de discuter avec mes collègues, même s'ils sont très sympathiques. Alors moi je suis climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et effectivement les climatologues, on est souvent un petit peu les annonceurs de mauvaises nouvelles. Et effectivement, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles, mais j'espère quand même avoir quelques lueurs d'espoir. Et puis le fait qu'il y ait une centaine de personnes qui se sentent concernées par le climat dans différentes entreprises ou industries, et je pense une lueur d'espoir. Donc on peut aller à la slide suivante. Donc voilà, typiquement une courbe assez iconique que vous avez déjà vue, qui est donc la courbe d'élévation de la température moyenne de la planète depuis 1880 jusqu'à maintenant, avec une augmentation de l'ordre de 1,2 degrés Celsius. Alors il y a des petites subtilités sur comment on peut calculer ça, comment on prend en compte les régions où il y a moins de données, les pôles, la fonte de la banquise, etc. Mais disons que 1,2 degré, c'est à peu près notre meilleure estimation du réchauffement à l'heure actuelle. Alors sur les continents, c'est plutôt 1,5 degré, parce que les continents se réchauffent plus que les océans. Et puis on a un rythme de 0,15 degrés par décennie, c'est-à-dire qu'on peut dire de manière assez certaine que d'ici 2 décennies, on sera à 1,5 degré de réchauffement d'ici 2040. Alors, pour interpréter une courbe comme ça, on a besoin de modèles. Les observations ne suffisent pas. Donc on travaille sur la modélisation du climat. On développe des modèles de climat. Et ces modèles nous apprennent un certain nombre de choses. Et la première chose qu'ils nous apprennent, c'est que ce réchauffement, il est en quasi-totalité dû à l'activité humaine, donc aux perturbations radiatives du climat, donc les gaz à effet de serre et puis les particules. Et en fait, les gaz à effet de serre sont responsables de plus que 1,2 degré de réchauffement, parce qu'il y a une partie de ce réchauffement qui a été masquée par d'autres types de pollution, par des particules qui viennent refroidir la planète. Donc ça, c'est la première chose que nous dit la modélisation. La deuxième chose que nous dit la modélisation, on peut passer à la slide suivante, elle nous permet de faire des projections, parce qu'on ne peut pas simplement extrapoler les courbes, il faut donc des modèles pour aller extrapoler le réchauffement sur le 21e siècle. Et donc là, on travaille avec un modèle et un certain nombre de scénarios. Et donc on a une vaste gamme de scénarios, des plus pessimistes aux plus optimistes. Alors bien sûr, quand on montre ça à un journaliste, il a tendance à aller voir la courbe la plus haute. Et bon, c'est pour ça qu'en septembre, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux avec des réchauffements de 6 ou 7 degrés par rapport au pré-industriel. Ça, c'est vraiment un scénario extrême. C'est un scénario où on met toute son énergie pour aller chercher les énergies fossiles. Donc moi, je préfère me concentrer sur les scénarios qui sont ici, qui sont plus proches de 2,5 degrés. Qui posent néanmoins un certain nombre de défis. C'est des scénarios qui vont qui vont être extrêmement compliqués d'un point de vue technologique, d'un point de vue économique, et puis avec des conséquences aussi sociales potentielles. Mais ces scénarios, ils ont une vocation d'aller explorer le futur. Ils ont une utilité un peu prospective, éducative aussi, et ils permettent de nous poser les bonnes questions et puis d'avoir un certain nombre de réponses à ces questions. Alors ce qu'on peut remarquer aussi sur tous ces scénarios, c'est qu'ils commencent à se différencier seulement en 2040. Ça veut dire que jusqu'en 2040, de toute façon, ça va se réchauffer. Et donc c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup aussi à l'Institut Pierre-Simon Laplace sur toute la partie adaptation au changement climatique. Comment est-ce qu'on peut fournir une information qui est utile sur le changement climatique à relativement petite échelle pour un certain nombre de secteurs industriels. Et donc voilà, donc ça, on développe toute cette activité de service climatique avec la recherche amont qui va ensemble. Mais on est ici plutôt pour parler atténuation, réduction des émissions.
Et donc on voit qu'après 2040, ces courbes se différencient, mais elles se différencient parce que les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, elles commencent à être différentes dès 2020. Donc on voit en 2040 le résultat de ce qu'on fait, alors peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il est déjà 20h, et donc on va peut-être pas réduire beaucoup les émissions ce soir, mais à partir de demain. Donc c'est vraiment les émissions là qui vont gouverner ce qui va se passer à la fin du siècle, et ce qui se passe en 2100, c'est la résultante de tout ce qui s'est passé sur la période historique et le 21e siècle. Et donc, pour stabiliser le climat, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Hein. Schématiquement, il faut arriver à ramener les émissions nettes de CO2 à zéro. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Il faut que les émissions de CO2 soient nulles, c'est-à-dire que les émissions, ce qu'on appelle les émissions négatives, c'est-à-dire le flux de CO2, enfin le CO2 qu'on peut retirer de l'air pour aller le stocker ailleurs, viennent exactement compenser les éventuelles émissions résiduelles de CO2 qui peuvent rester parce qu'on n'aura pas réussi à complètement amener les émissions à zéro. Alors ce concept de neutralité carbone, il est différent du concept de neutralité de gaz à effet de serre qui est dans l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, on a quelque chose qui est un peu différent, qui je pense, est plus le résultat de négociations politiques, avec aussi un historique de comment on compte les différents gaz à effet de serre, comment on les intercompare avec le méthane, avec le protoxyde d'azote, etc. Mais pour stabiliser le climat, il faut ramener les émissions nettes de CO2, c'est vraiment le CO2, à zéro. Et puis, il faut diminuer les émissions des autres gaz à effet de serre autant qu'on peut, donc méthane, protoxyde d'azote. Alors, les émissions nettes de CO2 à zéro, ça veut dire que ce n'est pas uniquement le concept de compensation carbone, hein, c'est vraiment compenser des émissions positives par des émissions négatives. Et donc les seules émissions négatives qu'il existe, il en existe relativement peu, hein, c'est un peu de reforestation, un peu d'afforestation, et peut-être de la captation purement industrielle, chimique. Mais le potentiel de tout ça n'est pas énorme. Ça veut donc bien dire que pour arriver à la neutralité carbone, il faut fortement réduire les émissions avant de pouvoir compter sur la partie plus compensation émissions négatives. Et puis ensuite, si on veut rester sous l'objectif des 2 degrés, qui est un objectif assez ambitieux, il faut une trajectoire qui va vers la neutralité carbone, disons en 2070. 2070, il faut la neutralité carbone à l'échelle du monde. Et donc, ça veut dire, pour des pays développés, si on veut mettre un petit peu d'équité et de responsabilité historique, ça veut dire grosso modo neutralité carbone en 2050. Donc voilà d'où vient un peu cet objectif. Et donc, où est-ce qu'on en est ? Alors, on n'en est pas bien loin, donc on voit peut-être un petit quelque chose, un petit frémissement. Donc avec l'accord de Paris, les engagements des États, etc., si on les additionne, on voit qu'il y a peut-être un petit infléchissement par rapport à un scénario business as usual. Alors après, c'est un peu difficile parce que bien sûr, la courbe orange foncée, qui est le contrefactuel, est un petit peu difficile à observer, mais on peut dire qu'il y a quand même peut-être un petit quelque chose. Mais néanmoins, les émissions continuent de monter, et donc les projections qu'on a fait en 2030, suivant les engagements de l'accord de Paris, montrent bien toujours une augmentation des émissions, et on ne sait pas exactement quand le pic pourrait être passé. Si vous voulez aller vers un scénario à 2 degrés, clairement, il faut que les émissions atteignent un maximum à l'échelle mondiale très rapidement. Peut-être pas 2020, mais enfin, disons dans les années qui viennent, et que ça diminue plus rapidement après. Typiquement, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a un budget carbone. Donc si on va plus lentement, eh bien, on épuise le budget carbone plus rapidement, ou alors il faut après plus d'émissions négatives dont on sait qu'elles sont très difficiles à financer et à mettre en œuvre. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop parlé de l'objectif 1,5 degré, qui était pourtant un des objectifs de l'accord de Paris. Hein. Et là, je suis un peu moins circonspect sur la faisabilité du 1,5 degré. Je pense que c'est plus un objectif qui était là pour des raisons politiques. Je pense qu'il est très difficile à atteindre. Il pose un tas de problèmes aussi socio-économiques. Et donc, je pense qu'un objectif de 2 degrés doit rester quand même un objectif très ambitieux, mais aussi très difficile à atteindre, mais peut-être déjà suffisant. Et donc, je pense que c'est peut-être pas la peine d'aller sur des scénarios complètement inatteignables. Après, je veux peut-être terminer avec un point un petit peu plus personnel, hein, sur 2 types de discours que je trouve un petit peu néfastes. Alors, et ils se rejoignent un peu quelque part. Le premier type de discours, c'est le yaka, et le deuxième type de discours, c'est la faute aux autres. Alors le yaka, c'est dire on sait ce qu'il faut faire, il n'y a qu'à le faire, et on ne le fait pas soit parce qu'on est dirigé par des imbéciles, soit parce qu'il y a des lobbies qui nous empêchent de le faire. Je pense que c'est quand même difficile. On sait que c'est difficile de réduire les émissions. Si c'était facile, on l'aurait déjà fait, et quelque part, il faut comprendre, appréhender cette complexité pour vraiment l'affronter et le faire. Et donc il faut vraiment
voilà, intégrer le fait que réduire les émissions, pour un tas de raisons, c'est difficile. Et puis sur la partie, c'est la faute A, alors il y a différentes variantes, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux entreprises, c'est la faute aux riches, ou c'est la faute aux autres qui émettent plus que moi. Je pense que c'est pareil, il faut se dégager de ça, et quelque part le concept de neutralité carbone permet de s'en dégager, puisque finalement c'est tout qui doit aller vers la neutralité carbone. Et dire que moi c'est simplement quelques pourcents d'émissions, chacun peut dire que c'est quelques pourcents d'émissions, chaque secteur économique ou chaque pays. Ou, voilà. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir cet objectif 2050, donc c'est pas si long terme, sur la neutralité carbone, qui a vraiment un sens scientifique, qui peut s'appuyer sur tous les travaux qu'on fait en modélisation du climat, et puis d'instaurer ce climat de confiance qui permet d'avoir à la fois une action gouvernementale avec des règles, avec sans doute des normes, des signaux prix, etc. Une action des entreprises qui sont là pour qui peuvent changer l'offre, et puis une action citoyenne aussi au niveau de la demande. Et il faut une combinaison de tout ça et une confiance entre tous ces acteurs. Voilà.